Il se noyait dans le lac en criant à l'aide, et tout le monde sur le rivage se contentait de regarder. Personne ne voulait sauter dans l'eau pour sauver cet homme en costume, jusqu'à ce qu'un garçon des rues, qui savait à peine nager, fasse quelque chose que personne n'attendait. David avait 12 ans lorsqu'il a appris que, dans le monde des adultes, un enfant pauvre est comme un fantôme. Tout le monde le voit, mais personne ne veut admettre son existence. Il vivait depuis 4 mois sous le pont du parc d'Asga, dans un coin qu'il avait découvert après avoir été expulsé de 3 foyers différents. Non pas parce qu'il était turbulent ou violent. David était expulsé parce qu'il était trop problématique, un code que les assistants sociaux utilisaient pour les enfants qui posaient des questions sur leurs parents disparus. Ce samedi matin, le soleil était fort et le parc grouillait de familles qui pique-niquaient. David observait de loin les enfants courir dans l'herbe, les parents pousser les balançoires, les mères servir des sandwichs sur des nappes colorées. C'était comme regarder un film d'une vie qu'il n'avait jamais vécue, mais dont il savait qu'elle existait pour d'autres personnes. Il ramassait des canettes vides lorsqu'il a entendu les cris venant du lac. Au début, il a pensé que c'était juste des enfants qui jouaient. Mais lorsqu'il s'est approché du rivage, il a vu la confusion. Un homme était au milieu de l'eau, battant des bras désespérément, la tête apparaissant et disparaissant entre les petites vagues que le vent faisait à la surface. « Au secours, que quelqu'un m'aide !» L'homme criait avec une voix déraillée à force de demander de l'aide. « Je ne sais pas nager, s'il vous plaît. » David regarda autour de lui et vit quelque chose qu'il connaissait déjà bien, l'indifférence des adultes. Une vingtaine de personnes étaient debout sur le rivage, toutes regardant, toutes commentant, mais aucune ne faisait quoi que ce soit de concret. Certains filmaient avec leur téléphone portable car, apparemment, il était plus important de documenter la tragédie que de l'empêcher. D'autres appelaient les pompiers, mais parlaient lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. « Quelqu'un doit sauter », cria une femme en robe rose, mais elle-même ne bougeait pas. « Je ne sais pas bien nager », dit un homme en bermuda en jean. « Si j'y vais, je vais me noyer. » Aussi, mieux vaut attendre les pompiers. « Ils ont l'équipement adéquat », ajouta un autre. David observait cette scène qui lui rappelait tant d'autres. C'était toujours comme ça. Quand il demandait de la nourriture dans la rue, les gens disaient qu'il y avait des institutions appropriées pour s'occuper des enfants des rues. Quand il dormait dans le froid, il disait qu'il y avait des foyers, les mêmes foyers qui ne voulaient pas de lui. Quand il était malade, il suggérait qu'il aille au centre de santé où personne ne s'occupait des enfants sans responsable. Tout le monde savait toujours exactement quelle était la solution aux problèmes des autres, à condition que cette solution n'exige pas qu'il fasse eux-mêmes quelque chose. L'homme dans l'eau s'affaiblissait. David pouvait voir qu'il se fatiguait, que ses mouvements devenaient plus lents. Bientôt, il n'arriverait plus à se maintenir à la surface, et toutes ces personnes resteraient là à le regarder mourir en attendant que quelqu'un d'approprié vienne faire quelque chose. C'est alors que quelque chose a bougé dans la poitrine de David. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelqu'un avoir besoin d'aide et être ignoré. Cela arrivait tous les jours avec lui-même. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il pouvait faire quelque chose. David, dans son t-shirt usé et son bermuda qui ressemblait plus à un chiffon, resta juste en caleçon, maigre et plein de cicatrices, petite marque d'une vie dans la rue qu'aucun enfant ne devrait avoir. Les gens ne remarquèrent même pas le garçon se préparant à sauter. Pour eux, il était invisible comme il l'avait toujours été. Il ne savait pas bien nager. Il avait appris un peu tout seul dans le ruisseau pollué près de l'ancienne maison où il vivait avec sa grand-mère, avant qu'elle ne meure et qu'il ne finisse à la rue. C'était plus se débattre dans l'eau que nager vraiment, mais quelque chose à l'intérieur de lui disait qu'il devait essayer. « Et gamin, sors de là !» Un homme à moustache cria lorsqu'il aperçut enfin David au bord du lac. « Tu es fou, tu vas te noyer. »« Où sont les parents de ce garçon ?» demanda une femme, comme si un enfant des rues était un défaut de fabrication qui venait toujours avec un adulte responsable inclus. Mais David n'écouta même pas. Il prit une profonde inspiration, pensa à sa grand-mère qui disait toujours que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, et sauta. L'eau était glacée et le frappa au visage comme une gifle. Pendant une seconde, il fut désorienté. Il ne savait pas où était le haut ou le bas. L'eau du lac était sombre, un peu boueuse, complètement différente du ruisseau où il jouait. Mais ensuite, il commença à nager comme il pouvait, battant des bras et donnant des coups de pied, essayant d'atteindre l'homme. La distance semblait infinie. Ses muscles maigres lui faisaient déjà mal, et il devait s'arrêter tout le temps pour respirer et voir s'il allait dans la bonne direction.
Les gens sur le rivage criaient maintenant d'autre chose. Reviens, gamin, sors de l'eau. Quelqu'un va devoir les sauver tous les deux. C'était drôle de voir comment, maintenant qu'il essayait d'aider, tout le monde était soudainement devenu un expert en sauvetage aquatique. Mais au moment de sauter dans l'eau, ces mêmes experts étaient restés bien tranquilles sur le rivage. David continua à nager, même avec les poumons en feu et les bras lourds comme du plomb. Quand il fut presque arrivé près de l'homme, il disparut sous l'eau. David plongea, ouvrant les yeux dans l'eau trouble, cherchant désespérément. Il n'arrivait pas à bien voir, seulement des ombres sombres qui se balançaient. Il remonta pour respirer et replongea. Cette fois, il réussit à toucher quelque chose de mou. C'était le bras de l'homme. David s'accrocha de toutes ses forces et tira vers le haut. La tête de l'homme apparut à la surface. Il était inconscient, les lèvres un peu violettes. Respirant mal, il semblait plus lourd qu'un sac de ciment. David se souvint d'une chose qu'il avait vue à la télévision du snack-bar où il réussissait parfois à avoir un vieux pain. Il plaça le bras sous le menton de l'homme et commença à nager sur le dos, en le tirant avec lui. Chaque mouvement était une lutte contre sa propre exhaustion. L'homme était beaucoup plus lourd que David, et ses vêtements trempés les tiraient tous les deux vers le bas. David avala de l'eau plusieurs fois. Il sentit sa poitrine brûler. Pendant un moment, il pensa qu'il n'y arriverait pas, qu'ils allaient tous les deux couler là. Mais alors, il se souvint d'une chose que sa grand-mère disait toujours, « David, tu n'as peut-être pas grand-chose dans la vie, mais tu as deux choses que personne ne peut t'enlever, ta dignité et ta capacité à aider les autres. » Et c'est ce qu'il faisait. Il était utile pour la première fois de sa vie. Les gens sur le rivage étaient entrés dans l'eau jusqu'aux genoux, maintenant tendant des branches et des morceaux de corde. Quand David réussit à s'approcher suffisamment, plusieurs mains les tirèrent tous les deux hors de l'eau. Il fut jeté sur l'herbe comme un poisson hors de l'eau, toussant et tremblant de froid et de fatigue. L'homme fut placé sur l'herbe à côté de lui. Une infirmière qui se promenait dans le parc commença à faire un massage sur sa poitrine et du bouche à bouche. David resta là à côté, dégoulinant d'eau, mais sans quitter des yeux l'homme qui l'avait sauvé. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, l'homme toussa, recracha de l'eau et ouvrit les yeux lentement. Il regarda le ciel bleu, comme s'il le voyait pour la première fois de sa vie. « Il est vivant !» cria l'infirmière, et tout le monde applaudit. C'est alors que l'homme tourna la tête et vit David. Les yeux des deux se rencontrèrent, et pendant un moment, ils furent les deux seuls à se regarder. L'homme essaya de parler, mais il ne sortit qu'un murmure rauque. « c'est toi qui m'as sauvé. » David hocha la tête pour dire oui, incapable de parler correctement. L'homme tendit sa main tremblante et toucha le bras de David. « Comment tu t'appelles, gamin ?» David, réussit-il à murmurer. David, répéta l'homme, comme s'il gravait le nom dans sa mémoire. Je suis Eduardo Manz. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, jamais de ma vie. Les pompiers arrivèrent peu après avec l'ambulance. Ils placèrent Eduardo sur une civière, vérifiant que tout allait bien, et posèrent un tas de questions. Il insista sur le fait qu'il allait bien, qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital, mais les pompiers expliquèrent que c'était le protocole. Avant de monter dans l'ambulance, Eduardo appela David. « Où tu habites, David ?» David pointa vaguement dans la direction du pont. « Là. » Eduardo fronça les sourcils sans comprendre. « Là où ? Sous le pont ?» L'expression d'Eduardo changea complètement. Il regarda le garçon maigre, plein de cicatrices, avec des vêtements qui ressemblaient plus à des haillons, et comprit, « Tu n'as pas de famille. » David hocha la tête pour dire non. Eduardo resta quelques secondes en silence, en train de digérer cela. Un garçon des rues, sans rien dans la vie, avait risqué sa propre vie pour sauver un étranger, alors que des adultes avec toutes les conditions étaient restés sur le rivage à inventer des excuses. « David, » dit Eduardo, la voix étranglée par l'émotion. « Je reviendrai ici demain. Je veux parler avec toi. J'ai beaucoup de choses à te dire. » L'ambulance partit et peu à peu les gens s'en allèrent. En peu de temps, il ne resta que David sur le rivage du lac, portant ses vêtements mouillés, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait regardé, pas avec pitié, pas avec indifférence. Eduardo l'avait regardé avec gratitude, avec respect, comme s'il était important. David ne le savait pas, mais Eduardo Manz était l'un des hommes les plus riches de la ville,
propriétaire de plusieurs entreprises. Une fortune de millions, une maison qui ressemblait plus à un hôtel, et maintenant, il devait tout à un garçon de 12 ans qui dormait sous un pont. En marchant vers son coin, David pensait à ce regard, à cette promesse qu'Eduardo allait revenir. Est-ce qu'il allait vraiment revenir? Est-ce qu'il n'allait pas l'oublier avant d'arriver à l'hôpital? Les adultes promettaient toujours des choses aux enfants des rues. Demain, je t'apporte de la nourriture. La semaine prochaine, je reviens ici. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et il ne réapparaissait jamais. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Eduardo avait parlé. Quelque chose qui avait fait croire à David que cette fois, cela pouvait être différent, que peut-être, pour la première fois de sa vie, quelqu'un allait tenir une promesse faite pour lui. Cette nuit-là, dormant sur le carton humide sous le pont, David rêva d'eau calme et de mains tendues. Il ne savait pas encore, mais cette plongée dans le lac avait sauvé deux vies, celle d'Eduardo Manz qui avait failli se noyer, et la sienne qui mourait peu à peu d'invisibilité et d'abandon. Eduardo Manz passa la nuit à l'hôpital à faire des examens que les médecins avaient insisté pour faire, tomographie, électrocardiogramme, radio des poumons. Un tas de choses avec des noms compliqués qui coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Les médecins dirent qu'il avait eu beaucoup de chance, que quelques minutes de plus dans l'eau et il serait trop tard. Mais Eduardo ne pouvait pas arrêter de penser au garçon, à ce gamin maigre qui avait sauté dans l'eau sans même réfléchir à deux fois, alors que 200 personnes étaient restées sur le rivage à inventer des excuses. Un garçon qui n'avait rien dans la vie, qui dormait sous un pont et qui, malgré tout, avait tout risqué pour sauver un étranger. Eduardo était un homme habitué à analyser les gens. 25 ans à construire des entreprises lui avaient appris à lire le caractère, à identifier qui valait la peine et qui ne faisait que bavarder. Et dans ces quelques secondes, à regarder dans les yeux de David, il avait vu quelque chose qu'il trouvait rarement dans le monde des affaires, une bonté authentique. Le lendemain matin, Eduardo renvoya le chauffeur et conduisit personnellement jusqu'au parc. Il était 8 heures du matin un dimanche, et il y avait peu de monde. Il se gara près du lac où il avait failli mourir et marcha jusqu'au pont. Il ne savait pas bien où chercher. Il se souvenait seulement que David avait pointé dans cette direction. C'est alors qu'il entendit une voix enfantine fredonner sous le pont. Il descendit par le sentier escarpé, s'accrochant aux branches pour ne pas glisser, et trouva ce qu'il cherchait. David était assis sur un morceau de carton, en train de manger un pain qui semblait vieux de quelques jours. À côté de lui, il y avait une bouteille d'eau à moitié pleine, un sac à dos usé et une couverture fine avec plusieurs trous. C'était tout ce qu'il possédait au monde, littéralement tout. Quand il vit Eduardo descendre, David fut surpris. Il ne croyait pas que l'homme était vraiment revenu. Les adultes ne tenaient jamais leurs promesses faites aux enfants des rues. C'était l'une des premières leçons qu'il avait apprises en vivant seul. « Salut David », dit Eduardo en s'arrêtant à quelques mètres de distance. Il ne voulait pas effrayer le garçon. « Vous vous souvenez de moi ? » ?»« Oui, monsieur, vous êtes monsieur Eduardo. » David se leva en essuyant les miettes de pain sur son bermuda. Même en vivant dans la rue, sa grand-mère lui avait appris à être poli avec les adultes. Eduardo regarda autour de la chambre de David. C'était un coin protégé de la pluie, mais complètement ouvert sur les côtés. En hiver, il devait faire un froid terrible, en été, une chaleur insupportable. Il n'y avait pas de vie privée, pas de sécurité, rien de ce dont un enfant avait besoin pour se développer. « Je peux m'asseoir ici avec toi ?» demanda Eduardo. David acquiesça, toujours méfiant. Eduardo s'assit par terre, salissant son costume coûteux, mais sans s'en soucier le moins du monde. Ils restèrent quelques minutes en silence, écoutant le bruit des voitures passer sur le pont au-dessus. « David, quel âge as-tu ? » « 12 ans, monsieur. »« Et depuis combien de temps tu vis ici ? » « 4 mois. » David parlait bas, toujours prêt à courir si nécessaire. La rue lui avait appris que les situations qui semblaient trop belles pour être vraies étaient généralement des pièges. Eduardo sentit une pointe dans sa poitrine. 4 mois qu'un enfant vivait de cette façon, invisible pour la société, survivant avec les restes que les gens jetaient. Et avant, tu vivais avec qui ? Avec ma grand-mère. Mais elle est tombée malade, et elle est partie. Eduardo connaissait cette façon de parler. C'était la façon dont les enfants parlaient de la mort sans prononcer le mot, comme si ne pas parler rendait la douleur moins forte. Tu as d'autres parents, des oncles, des cousins. David hocha la tête pour dire non, il n'avait qu'elle.
Et pourquoi tu n'es pas dans un foyer? David laissa échapper un rire amer qui sonnait étrange venant d'un enfant. J'ai déjà essayé 3 foyers différents. Ils trouvent toujours une raison de me renvoyer. Quelle raison? Que je pose trop de questions, que je suis difficile à gérer, que je ne m'adapte pas bien. David répétait les mots qu'il avait entendus des assistants sociaux sans comprendre complètement ce qu'ils signifiaient. Eduardo fronça les sourcils. Quel genre de questions tu poses? Sur mes parents. Ma grand-mère n'a jamais beaucoup parlé d'eux. Elle disait seulement qu'ils étaient partis quand j'étais bébé. Je voulais savoir s'ils étaient vivants, s'ils avaient d'autres enfants, si un jour ils allaient me chercher. Et les employés du foyer n'aimaient pas ces questions. Ils disaient que je devais accepter ma situation et arrêter de fantasmer, qu'un enfant abandonné ne devait pas se créer d'attente. Eduardo sentit une colère monter dans sa poitrine. Comment des adultes, payés pour s'occuper des enfants, pouvaient-ils être aussi cruels? Comment pouvaient-ils punir un enfant pour vouloir connaître sa propre histoire? David, tu as faim. Le garçon hésita. L'orgueil était un luxe qu'un enfant des rues ne pouvait pas se permettre, mais il ne voulait pas non plus avoir l'air de mendier. Un peu. Que dirais-tu de sortir d'ici et de manger quelque chose? Je connais un endroit qui fait un très bon sandwich. David regarda Eduardo comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Vous voulez m'emmener manger? Je veux, si tu veux venir avec moi. Mais je suis sale, les gens vont mal me regarder. Eduardo regarda le garçon, les cheveux ébouriffés, le visage taché de terre, les vêtements qui avaient besoin d'une blanchisserie urgente. Mais ce qu'il voyait n'était pas de la saleté. C'était un enfant qui avait été abandonné par le système et qui, malgré tout, gardait la bonté dans son cœur. David, tu m'as sauvé la vie hier. Si quelqu'un te regarde mal, il devra me regarder mal aussi. Et je te garantis que personne n'aura le courage. David rassembla ses quelques affaires dans le sac à dos. Ce n'était pas par méfiance envers Eduardo, mais par expérience de la rue. On ne sait jamais quand on va devoir s'enfuir, alors il faut toujours tout garder prêt. Eduardo emmena David dans un restaurant du centre-ville. C'était un endroit simple, mais propre et accueillant. Quand ils entrèrent, David remarqua que certaines personnes les regardaient, mais Eduardo ne s'en soucia pas. Il demanda une table au fond et insista pour s'asseoir en face du garçon. Tu peux commander ce que tu veux, dit Eduardo en lui tendant le menu. David regarda les prix et devint pâle. Monsieur Eduardo, c'est très cher ici. David, tu m'as sauvé la vie. Tu crois qu'il existe quelque chose de trop cher après ça? Le garçon commanda un hamburger avec des frites, du jus d'orange et une glace en dessert. Eduardo commanda la même chose, juste pour ne pas laisser David manger seul. En attendant, Eduardo posa d'autres questions sur la vie du garçon. Il découvrit que David était intelligent, qu'il savait lire et écrire, qu'il avait étudié jusqu'en 5e année avant que sa grand-mère ne meure. Il découvrit qu'il ramassait des matériaux recyclables pour gagner quelques pièces, qu'il connaissait tous les horaires des restaurants qui jetaient de la nourriture, qu'il dormait dans des endroits différents pour ne pas se faire prendre par la police. C'était la vie d'un adulte vécue par un enfant de 12 ans. David, dit Eduardo après que le garçon eut fini de manger. Je veux te faire une proposition. David devint tendu. Dans la rue, quand un adulte faisait une proposition à un enfant, ce n'était généralement pas bon. Eduardo remarqua la réaction. Calme-toi, ce n'est rien d'étrange. C'est une proposition honnête, de personne à personne. Et quelle proposition? Je veux que tu viennes vivre chez moi. David regarda Eduardo comme s'il était devenu fou. Vivre chez vous? C'est ça. Tu aurais ta propre chambre, de la nourriture tous les jours. Tu pourrais retourner à l'école. Tu aurais une vie normale comme tout enfant mérite d'avoir. Mais pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. Eduardo prit une profonde inspiration. Comment expliquer à un enfant de 12 ans qu'il avait changé sa vie en quelques minutes? Comment parler de gratitude, de reconnaissance, de la nécessité de rendre une bonté? David, hier, j'ai failli mourir, et celui qui m'a sauvé, ce n'est aucun des adultes riches qui étaient sur le rivage. C'est toi, un garçon qui n'a rien, qui vit dans la rue, qui ne me connaissait de nulle part. Tu as risqué ta vie pour un étranger. Eduardo fit une pause, choisissant ses mots. Cela m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait voir que j'ai beaucoup d'argent, une grande maison,
tout ce qu'une personne peut vouloir. Mais je n'ai pas ce que tu as, un bon cœur. Et je veux apprendre cela avec toi. David fronça les sourcils. Apprendre quoi? Comment être une meilleure personne? Comment aider les autres sans rien attendre en retour? Comment être courageux quand c'est nécessaire? Mais je ne sais pas ces choses. Tu sais, tu l'as prouvé hier. David resta silencieux pendant longtemps, jouant avec le reste de sa glace fondue. Eduardo pouvait voir que le garçon se battait avec quelque chose d'interne. Monsieur Eduardo, dit finalement David. J'ai déjà vécu chez d'autres personnes, ça finit toujours mal. Comment ça? Les gens ont pitié de moi, ils m'emmènent chez eux, ils me donnent de la nourriture et des vêtements. Mais après quelques jours, je deviens le problème. Je mange trop, ou je salis quelque chose, ou je fais du bruit. Alors il trouve une excuse pour me renvoyer. Eduardo sentit son cœur se serrer. Combien de fois ce garçon avait-il vécu l'expérience d'être rejeté? Combien d'espoir avait-il créé juste pour les voir s'effondrer? David, je ne vais pas te renvoyer. Je veux que tu comprennes une chose. Tu ne serais pas un invité chez moi. Tu serais de la famille, avec des droits et des devoirs, avec une place garantie, avec un avenir planifié. Ce ne serait pas de la charité, ce serait de la gratitude. David regarda dans les yeux d'Eduardo et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de la sincérité. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas ce regard condescendant que les adultes utilisaient avec les enfants des rues. C'était du respect authentique. Si je n'aime pas, je peux partir? Bien sûr, mais David, je vais tout faire pour que tu aimes. Je vais tout faire pour que tu te sentes chez toi. David prit une profonde inspiration. D'accord, j'accepte. Eduardo sourit. C'était le premier sourire authentique qu'il avait donné depuis des années. Ils sortirent du restaurant et allèrent directement chez Eduardo. C'était une maison de maître dans un quartier chic, avec un jardin devant et un garage avec 3 voitures. David n'avait jamais vu une maison aussi grande, sauf dans les films. Tout ça, c'est à vous, demanda-t-il la bouche ouverte. À nous, corrigea Eduardo. À partir d'aujourd'hui, c'est à nous. Donna Carmen, la gouvernante de la maison, était en train d'arroser les plantes quand ils arrivèrent. C'était une dame d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, attachés en chignon, qui travaillait pour Eduardo depuis plus de 10 ans. Donna Carmen, dit Eduardo. Je veux te présenter David, il va vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Donna Carmen regarda le garçon sale et maigre, puis son patron sans rien comprendre. Eduardo expliqua rapidement ce qui s'était passé au lac. Quand il eut fini, Donna Carmen regarda David avec une expression complètement différente. Alors, c'est le garçon qui a sauvé Monsieur Eduardo, dit-elle en souriant. Quelle bénédiction que tu sois arrivé ici, mon fils. Elle ne posa pas de questions sur d'où David venait ou pourquoi il vivait dans la rue. Elle ouvrit juste les bras et lui fit une accolade qu'il n'avait pas reçue depuis des mois. D'abord, on va donner un bain à ce garçon, dit-elle. Ensuite, on va lui remplir le ventre de bonne nourriture, et après, on va préparer une chambre pour lui. David prit le bain le plus long de sa vie. Il resta sous la douche jusqu'à ce que l'eau chaude enlève des mois de saleté de la rue. Donna Carmen avait préparé des vêtements propres, des vêtements qu'Eduardo portait quand il était plus jeune, gardés au grenier. Quand il se regarda dans le miroir après le bain, David ne se reconnut presque pas. Il ressemblait à une autre personne. Il ressemblait à un enfant normal. Le déjeuner fut une fête. Donna Carmen fit du riz, des haricots, un steak aux oignons, des frites, de la salade. David mangea jusqu'à ne plus pouvoir, savourant chaque bouchée. Il y avait tellement longtemps qu'il n'avait pas senti son estomac vraiment plein qu'il avait presque oublié à quel point c'était bon. David, dit Eduardo pendant le déjeuner. Demain, nous allons régler les papiers pour t'inscrire dans une école. Tu veux continuer à étudier? Je veux, répondit David sans hésiter. Il avait toujours aimé étudier. Il avait toujours été curieux. La rue avait interrompu ses études, mais n'avait pas tué l'envie d'apprendre. Et il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais pu? David réfléchit un instant, apprendre à nager correctement. Eduardo, considérant que tu m'as sauvé de l'eau, je crois que tu sais déjà nager. Non, monsieur,
Je me suis juste jeté et j'ai prié pour que ça marche, mais j'ai toujours voulu apprendre correctement, avec la technique. Alors, on va engager un professeur de natation. D'ailleurs, on va faire mieux que ça. Je vais construire une piscine ici dans le jardin. David regarda Eduardo comme s'il venait de promettre de construire un vaisseau spatial. Une piscine ici? Pourquoi pas? Tu aimes l'eau. J'ai besoin d'apprendre à nager pour ne pas faillir mourir à nouveau. Ça a tout son sens. Cet après-midi-là, Eduardo montra toute la maison à David, 3 étages, 7 chambres, une bibliothèque, une salle de jeu, un bureau. C'était plus grand que le foyer où David avait séjourné pendant quelques semaines. « Quelle chambre tu veux ?» demanda Eduardo. « Je peux choisir ?» « Bien sûr, sauf la mienne. Toutes les autres sont libres. » David choisit une chambre au 2e étage avec une fenêtre donnant sur le jardin. Ce n'était pas la plus grande ni la plus belle, mais elle avait une belle vue et elle était près de la chambre d'Eduardo. « Pourquoi celle-ci ?» demanda Eduardo. « Parce que si j'ai un cauchemar, je peux t'appeler, » répondit David avec l'honnêteté brutale des enfants. Eduardo sentit ses yeux s'embuer. « Tu peux m'appeler quand tu as besoin, David, de nuit, de jour, quand tu veux. » Cette nuit-là, David dormit dans un vrai lit pour la première fois en 4 mois, un matelas moelleux, un oreiller douillet, une couverture chaude. Il resta éveillé pendant longtemps à regarder le plafond, essayant de croire que c'était réel. Eduardo ne dormit pas beaucoup non plus. Il resta à penser à comment la vie pouvait changer d'une heure à l'autre. Hier, il était un homme riche, mais vide, qui passait ses journées à accumuler de l'argent sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, il avait un but, s'occuper du garçon qui avait sauvé sa vie. Le lendemain matin, quand David se réveilla, pendant un moment, il ne se souvint pas où il était. Ensuite, tout revint, la maison, Eduardo, la promesse d'une nouvelle vie. Il descendit à la cuisine et trouva Donna Carmen en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, mon ange » dit-elle en remplissant une assiette de pain, de fromage, de jambon, de fruits. « Tu as bien dormi ?»« Très bien » répondit David. Et c'était vrai, c'était la meilleure nuit de sommeil qu'il avait eue depuis des mois. Eduardo apparut peu après, déjà habillé pour travailler. « Bonjour, fils. » Le mot fit bondir le cœur de David dans sa poitrine. Il y avait tellement longtemps que personne ne l'avait appelé ainsi, qu'il avait presque oublié comment ça sonnait. « Aujourd'hui, je vais travailler à mi-temps seulement, dit-il. Cet après-midi, nous allons régler les papiers pour l'école et nous allons aussi faire des examens médicaux. Tu as besoin d'un bilan complet. » David acquiesça. Il comprenait. Il savait que les enfants avaient besoin de papiers, de documents, de choses qu'ils ne comprenaient pas bien, mais qui étaient importantes. « Eduardo » dit-il en utilisant le nom pour la première fois sans le « monsieur. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Pourquoi tu fais ça pour moi ?»« Vraiment ?» Eduardo arrêta de mâcher et regarda le garçon. C'était une question juste qui méritait une réponse honnête. « David, j'ai 50 ans. J'ai passé toute ma vie à construire des entreprises, à gagner de l'argent, à accumuler des choses. Mais jusqu'à hier, je n'avais jamais rien fait de vraiment important. Je n'avais jamais sauvé personne. Je n'avais jamais changé une vie pour le mieux. » Il fit une pause. « Toi, à 12 ans, tu as déjà fait plus de différence dans le monde que moi dans toute ma vie. Tu m'as appris que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es capable de faire pour les autres. Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. David, tu as risqué ta vie pour un étranger. Ce n'est pas rien, c'est extraordinaire. Et je veux apprendre à être extraordinaire comme toi. » David sourit. C'était un sourire timide encore, mais plein d'espoir. Ils terminèrent le petit déjeuner en discutant de l'école, de la natation, des projets pour l'avenir. Pour la première fois depuis très longtemps, David avait un avenir à planifier. 3 mois s'étaient écoulés depuis que David avait commencé à vivre avec Eduardo. Le garçon était méconnaissable. Il avait pris quelques kilos. Ses cheveux étaient toujours propres et coupés. Il portait des vêtements neufs qui lui allaient bien. Plus important que cela, il avait recommencé à sourire, pas ce sourire forcé que les enfants des rues apprennent à faire pour obtenir quelque chose, mais le sourire authentique de quelqu'un qui se sent aimé. L'école se passait mieux que quiconque ne l'espérait. David non seulement avait rattrapé la matière perdue,
mais il était parmi les premiers de la classe. Les professeurs disaient des merveilles de lui lors des réunions de parents, éduqué, intelligent, toujours disposé à aider les camarades qui avaient des difficultés. Eduardo avait tenu toutes ses promesses. Il avait construit la piscine dans le jardin. Il avait engagé un professeur de natation. Il avait inscrit David à des cours de soutien scolaire. Mais plus que cela, il avait donné au garçon quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de l'attention. Il rentrait à la maison tous les jours, il dînait avec David, il l'aidait avec ses devoirs, il regardait des films avec lui le week-end. C'était une routine que les deux avaient appris à apprécier. Eduardo découvrit qu'avoir quelqu'un qui l'attendait à la maison changeait complètement le sens du travail. David découvrit qu'avoir des horaires, des règles et des responsabilités n'était pas une prison, mais une sécurité. Mais la vie a une façon cruelle de nous tester quand on s'y attend le moins. C'était un jeudi après-midi quand Eduardo reçut l'appel au bureau. Il était dans une réunion importante, en train de discuter de l'achat d'une nouvelle entreprise, quand sa secrétaire entra dans la salle avec une expression inquiète. « Monsieur Eduardo, vous avez un appel urgent. Ils disent que c'est à propos de David. » Eduardo sentit son estomac se nouer. Il demanda la permission aux investisseurs et répondit au téléphone dans son bureau particulier. « Allô, Eduardo Manz à l'appareil. » La voix de l'autre côté était féminine, officielle, froide. « Ici, c'est le docteur Mariana Santos du conseil tutélaire. J'ai besoin de vous parler au sujet du mineur David Silva, qui est sous votre garde. Il s'est passé quelque chose avec lui? Pas exactement, mais nous avons reçu une dénonciation concernant sa situation. J'ai besoin que vous veniez ici aujourd'hui encore pour des éclaircissements. » Eduardo sentit le monde tourner. Quel genre de dénonciation? Je préfère ne pas en discuter au téléphone. Vous pouvez venir à notre bureau à 16 heures. Eduardo regarda sa montre. Il était 14 heures. Bien sûr, mais puis-je savoir d'où vient cette dénonciation? Comme je vous l'ai dit, nous allons en parler personnellement. Eduardo raccrocha, les mains tremblantes. Il annula toutes ses réunions de la journée et appela le meilleur avocat qu'il connaissait. Quelque chose n'allait pas, et il avait besoin de se protéger, et plus important encore, il avait besoin de protéger David. Il arriva au conseil tutélaire 15 minutes avant l'heure prévue, accompagné du docteur Ricardo Almeida, un avocat spécialisé dans le droit de l'enfant et de l'adolescent. Le bâtiment était typique d'une administration publique, gris, froid, avec l'air d'un endroit où les rêves vont mourir. Le docteur Mariana Santos était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés en une queue de cheval serrée, des lunettes, une expression sérieuse qui ne laissait pas de place au sourire. Eduardo eut l'impression qu'elle l'avait déjà jugé et condamné avant même d'écouter sa version. « Monsieur Manz » commença-t-elle en feuilletant un dossier plein de papiers. « Avez-vous la garde légale du mineur David Silva? » « Oui, tous les documents sont en ordre. » Eduardo tendit un dossier avec tous les papiers que le docteur Ricardo avait préparés. Le docteur Mariana examina les documents avec la minutie d'un détective à la recherche de preuves. « Je vois ici que vous avez obtenu la garde en un temps record, 3 mois. C'est très rapide pour les normes normales. Parce qu'il n'y avait pas d'empêchement légal. David n'a pas de famille. Il était en situation de rue. Tous les examens médicaux et psychologiques ont été favorables. Oui, mais cela nous amène à la question principale. » Le docteur Mariana enleva ses lunettes et regarda directement dans les yeux d'Eduardo. « Pourquoi un homme célibataire de 52 ans sans enfant décide-t-il soudainement d'adopter un enfant des rues? » Eduardo sentit la question comme un coup de poing dans l'estomac. « Parce que David m'a sauvé la vie, parce que c'est un enfant exceptionnel qui mérite une opportunité. » C'est la version officielle, mais nous avons reçu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir d'autres motifs. Le docteur Ricardo se pencha en avant. « Docteur, quel genre d'informations? Qui a fait ces accusations? » La dénonciation est anonyme, mais elle vient d'une source qui se dit fiable. Elle allègue que M. Manz pourrait avoir des motivations inappropriées pour garder un enfant chez lui. Eduardo devint livide. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement? » Je n'insinue rien, j'enquête. C'est mon devoir de protéger le mineur. Le docteur Mariana remit ses lunettes et recommença à feuilleter les papiers. J'ai besoin de vous poser des questions directes, et j'espère des réponses honnêtes. Vous pouvez demander. Avez-vous déjà été marié? Non. Fréquentez-vous quelqu'un actuellement? Non.
Avez-vous des relations occasionnelles? Eduardo commença à s'énerver. Je ne vois pas comment ma vie personnelle se relie à ma capacité de m'occuper de David. Répondez à la question, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de relations occasionnelles. Le docteur Mariana nota quelque chose. Vous et David dormez-vous dans des chambres séparées? Évidemment. Avez-vous déjà donné un bain à David? Jamais. David a 12 ans, il est indépendant pour son hygiène personnelle. Avez-vous déjà dormi dans le même lit? Eduardo explosa. De quoi suis-je accusé exactement ici? Le docteur Ricardo posa sa main sur le bras d'Eduardo, lui signalant de garder son calme. Docteur, ces questions sont offensantes et inutiles. Mon client a le droit de savoir quelles sont les accusations spécifiques. Comme je l'ai dit, la dénonciation met en question les motivations de M. Manz, et il est de mon devoir d'enquêter sur toute suspicion de situations inappropriées impliquant des mineurs. Mais quelle situation inappropriée? Eduardo perdait patience. David est en bonne santé, heureux. Il va bien à l'école. Que voulez-vous de plus? Nous voulons nous assurer qu'il est bien soigné et qu'il n'y a pas de risque pour son développement. Le docteur Ricardo se leva. Docteur, à moins que vous n'ayez des preuves concrètes d'une irrégularité, ces questions constituent une contrainte illégale. Mon client a collaboré avec tout ce qui a été demandé. Le docteur Mariana se leva également. Docteur Ricardo, je ne contrains personne. Je fais mon travail, et une partie de ce travail consiste à interroger l'enfant. Eduardo sentit son sang se glacer. Interroger David. Oui, demain ici au conseil, à 14 heures. Il va être terrifié. Il ne comprend pas ces choses. Monsieur Manz, si vous n'avez rien à cacher, l'enfant n'a aucune raison d'être terrifié. Eduardo sortit du conseil tutélaire avec une sensation horrible dans l'estomac. Le docteur Ricardo essaya de le rassurer en disant que c'était probablement juste de la bureaucratie, que les dénonciations anonymes étaient courantes et ne donnaient généralement rien. Mais Eduardo n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation que quelque chose de très mauvais allait arriver. Il arriva à la maison à 18 heures comme d'habitude, mais David remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Eduardo, ça va ?» demanda le garçon pendant le dîner. « Oui, pourquoi tu demandes? Tu es silencieux et tu n'as presque rien mangé. » Eduardo força un sourire. David était observateur. Il prêtait toujours attention aux détails. C'était une qualité que la vie dans la rue avait développée en lui. Un enfant abandonné apprend tôt à lire les humeurs des adultes pour savoir quand il est temps de s'enfuir. Juste une journée fatigante au travail, rien de plus. Mais Eduardo savait qu'il allait devoir lui dire la vérité. Le lendemain matin, après que David fut parti à l'école, il appela le docteur Ricardo pour lui demander conseil sur comment aborder le sujet avec le garçon. « Eduardo, vous devez être honnête avec lui, mais sans l'effrayer », conseilla l'avocat. Expliquez que c'est juste une conversation de routine qui fait partie du processus légal. Ne le laissez pas penser qu'il a fait quelque chose de mal. Quand David rentra de l'école, Eduardo l'attendait dans le salon. « David, j'ai besoin de te parler d'une chose. » Le garçon s'assit immédiatement sur le canapé, tendu. « J'ai fait quelque chose de mal? » Non, fils, tu n'as rien fait de mal. C'est au sujet des documents de ta garde. Demain, tu vas devoir parler avec une personne du conseil tutélaire. Conseil tutélaire? Le visage de David devint pâle. Ils vont m'emmener? Eduardo s'agenouilla devant le garçon en lui tenant les mains. Personne ne va t'emmener, David. C'est juste une conversation de routine. Ils font ça avec tous les enfants qui changent de situation. Mais pourquoi? Je suis heureux ici. Je vais bien à l'école, je ne veux pas partir. Et tu ne vas pas partir, c'est juste une formalité légale. Tu vas parler avec eux, répondre à quelques questions sur comment tu te sens ici à la maison, et c'est tout. David ne parut pas convaincu. Eduardo pouvait voir la peur dans les yeux du garçon. C'était la même peur qu'il avait eue dans les premiers jours, quand il ne croyait pas encore qu'il pouvait faire confiance aux adultes. Eduardo, tu promets que tu ne vas pas m'abandonner? La question brisa le cœur d'Eduardo. Je te le promets, David, tu es mon fils maintenant. Rien ni personne ne changera ça. Cette nuit-là, David fit des cauchemars. Eduardo l'entendit pleurer dans sa chambre et alla le consoler.
Le garçon était en sueur, tremblant, clairement terrifié. J'ai rêvé qu'ils m'ont ramené dans la rue, sanglota David. J'ai rêvé que tu étais fatigué de moi et que tu les avais laissés m'emmener. Eduardo serra le garçon fort dans ses bras. Cela n'arrivera jamais, David. Jamais. Tu peux en être sûr. Ils restèrent éveillés jusqu'à tard, Eduardo racontant des histoires en essayant de calmer David. Mais même quand le garçon finit par s'endormir, Eduardo resta éveillé à le regarder, se promettant de protéger cet enfant de quoi que ce soit. Le jour suivant, ils arrivèrent au conseil tutélaire à 14 heures précises. David était nerveux, tenant la main d'Eduardo avec force. Le docteur Ricardo les attendait à l'entrée. « Souvenez-vous » murmura-t-il à Eduardo. « Répondez aux questions avec sincérité, mais ne vous éternisez pas. David, si une question te met mal à l'aise, tu peux dire que tu ne veux pas répondre. » Le docteur Mariana reçut David seul dans une petite salle avec des murs colorés et quelques jouets éparpillés. Eduardo resta dans la salle d'attente à se ronger les ongles d'anxiété. « Bonjour David » commença-t-elle avec un ton qui essayait d'être amical, mais sonna forcé. « Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Je veux juste discuter un peu avec toi. » David s'assit sur le bord de la chaise, prêt à s'enfuir si nécessaire. « Tu aimes vivre avec Eduardo ? » ?»« J'aime. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il prend soin de moi. Il me donne de la nourriture, des vêtements. Il m'a mis à l'école. Il est gentil avec moi. A-t-il déjà fait quelque chose qui t'a mis mal à l'aise ? David fronça les sourcils. Comment ça ? Quelque chose que tu as trouvé étrange, qui t'a fait te sentir mal ? Non, Eduardo n'a jamais rien fait qui me mette mal à l'aise. Le docteur Mariana nota quelque chose. Il t'a déjà battu ? Jamais. Il t'a crié dessus ? Non, Eduardo ne crie jamais sur moi. Vous jouez ensemble ? Parfois, on joue aux jeux vidéo, on regarde des films. Quel genre de jeu vous faites ? David commençait à être confus avec les questions. Des jeux normaux, pourquoi vous demandez ça ? C'est juste pour que je comprenne comment est votre relation. Le docteur Mariana se pencha en avant. David, si Eduardo t'a déjà demandé de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, tu peux me le dire. Il ne va rien t'arriver. Il ne m'a jamais demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Tu es sûr ? Je suis sûr. Vous pensez qu'Eduardo est une mauvaise personne ? La question prit le docteur Mariana au dépourvu. Non, David, j'essaie seulement de comprendre si tu es bien soigné. Je le suis. Eduardo est la meilleure personne que je connaisse. Il m'a sauvé la vie. Comment ça, il t'a sauvé la vie ? Il m'a sorti de la rue. Il m'a donné une famille. Avant lui, je n'avais personne au monde. Le docteur Mariana posa quelques questions supplémentaires, mais il était clair qu'elle n'allait rien obtenir qui confirme les soupçons de la dénonciation anonyme. David parlait d'Eduardo avec une affection authentique, avec gratitude, mais aussi avec le respect d'un enfant qui se sent en sécurité et aimé. Après 40 minutes, elle renvoya David et rappela Eduardo. « Monsieur Manz, j'ai parlé avec l'enfant, il semble bien adapté. Il ne montre pas de signes de traumatisme ou de gêne. » Eduardo respira soulagé. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je vais élaborer un rapport. Il sera probablement favorable au maintien de la garde. » »« Probablement ? » ?»« Monsieur Manz, vous devez comprendre que mon travail est de protéger les enfants, et même si tout semble en ordre, je vais continuer à suivre le cas. » Eduardo sortit du conseil avec des sentiments mitigés. D'un côté, il était soulagé parce que David s'était bien tiré de l'entretien. D'un autre côté, il était irrité parce qu'il savait que cela n'allait pas en rester là. Quelqu'un avait fait une dénonciation contre lui, et cette personne n'allait pas abandonner facilement. Ce soir-là, pendant le dîner, David demanda, « Eduardo, pourquoi cette femme a posé autant de questions bizarres ? » ?»« Quelles questions, mon fils ? » ?»« Elle a demandé si tu m'avais déjà frappé, si tu m'avais déjà forcé à faire des choses que je ne voulais pas, comme si tu étais une mauvaise personne. » Eduardo soupira. David, il y a des gens dans le monde qui n'arrivent pas à croire qu'il existe des gens bien. Quand quelqu'un aide les autres sans rien attendre en retour, ils pensent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ce sont des bêtises. Oui, ce sont des bêtises, mais malheureusement, c'est comme ça que le monde fonctionne parfois.
David resta pensif un moment. Eduardo, s'ils essaient de m'emmener d'ici, je ne partirai pas. Comment ça? Je vais m'enfuir? Je vais me cacher? Je préfère retourner dans la rue plutôt que de m'éloigner de toi. Eduardo sentit ses yeux s'embuer. Ça ne sera jamais nécessaire, David, je te le promets. Mais au fond, Eduardo n'en était pas si sûr. Il savait que celui qui avait fait la dénonciation n'allait pas abandonner. Et il savait qu'au Brésil, quand quelqu'un veut détruire la vie d'une personne en utilisant le système, il y arrive généralement. Il n'imaginait juste pas que le pire de la bataille était encore à venir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'entretien au conseil de tutelle, et Eduardo pensait que le pire était derrière lui. Le rapport du docteur Mariana avait été favorable, confirmant que David était bien soigné et heureux. La vie semblait être revenue à la normale. David continuait à bien se débrouiller à l'école. Les cours de natation progressaient, et les deux avaient créé une routine de père et fils qui fonctionnait parfaitement. Mais dans l'après-midi du vendredi, tout a de nouveau changé. Eduardo était au bureau quand il a reçu un appel du docteur Ricardo. Le ton de l'avocat était tendu, inquiet. « Eduardo, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau maintenant. Nous avons un problème sérieux. » « Quel genre de problème? Je préfère ne pas en parler au téléphone. Tu peux venir maintenant? Eduardo annula ses réunions et alla directement au bureau de l'avocat. Le docteur Ricardo était dans la salle, avec plusieurs papiers éparpillés sur la table et une expression qu'Eduardo n'avait jamais vue auparavant. « Eduardo, assieds-toi, ce que je vais te raconter va être difficile à entendre. » Eduardo s'assit, le cœur déjà battant. Que s'est-il passé? J'ai découvert qui a fait la dénonciation anonyme contre toi et pourquoi. Le docteur Ricardo prit un dossier et l'ouvrit devant Eduardo. Tu te souviens de l'entreprise que tu négociais d'acheter il y a quelques semaines, l'entreprise de construction Almeida? Je me souviens. Pourquoi nous n'avons pas conclu l'affaire déjà? Parce que nous avons découvert des irrégularités dans leurs finances. Tu te souviens que tu as renoncé à l'achat à la dernière minute. Eduardo fronça les sourcils. Je me souviens. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec David? Le docteur Ricardo soupira. Le propriétaire de l'entreprise de construction Almeida est Roberto Almeida. Quand tu as renoncé à l'achat, son entreprise a fait faillite, il a tout perdu, et apparemment, il a décidé que c'était de ta faute. Mais je ne suis pas responsable de ses problèmes financiers. Bien sûr que non, mais il ne le voit pas comme ça. Il pense que tu as enquêté sur son entreprise exprès pour lui nuire, et il a décidé de se venger. Eduardo commençait à comprendre où la conversation allait. C'est lui qui a fait la dénonciation? Oui. Et il ne s'est pas arrêté là. Le docteur Ricardo prit un autre papier. Il a engagé un détective privé pour enquêter sur ta vie, et maintenant il répand des rumeurs sur toi et David dans plusieurs endroits. Quel genre de rumeurs? Le docteur Ricardo hésita avant de répondre, des rumeurs selon lesquelles tu as des motivations inappropriées pour garder un enfant à la maison, qu'un homme célibataire de 50 ans qui adopte un garçon des rues doit avoir des arrière-pensées. Eduardo sentit une vague de nausée. C'est dégoûtant. Comment il peut inventer une chose pareille? Parce qu'il sait que ce genre d'accusation est très difficile à prouver ou à réfuter. C'est sa parole contre la tienne. Et malheureusement, la société se méfie toujours des hommes célibataires qui s'occupent d'enfants. Mais il n'a aucune preuve. Il n'a pas besoin d'en avoir. Le simple soupçon suffit à détruire une réputation, et il le sait. Eduardo se leva et commença à faire les 100 pas. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent? Non, il veut te voir détruit. Il veut que tu perdes tout comme il a perdu. Et apparemment, il est prêt à utiliser David comme une arme pour y parvenir. Je ne peux pas laisser ça arriver. David a déjà trop souffert dans sa vie. Eduardo, il y a encore une chose, il ne fait pas ça tout seul. Le docteur Ricardo tendit un autre papier. Il a réussi à convaincre certaines personnes influentes que tu représentes un risque pour les enfants. Des personnes qui ont le pouvoir de transformer ta vie en enfer. Quelle personne? La conseillère municipale Claudia Montero, qui préside la commission de protection de l'enfance de la ville, le procureur de la République Fernando Silva, certains hommes d'affaires qui font des affaires avec toi. Eduardo sentit le monde s'écrouler. Ils ont cru à ces mensonges? Eduardo, tu dois comprendre une chose, Roberto Almeida est très convaincant.
Il ne t'accuse pas directement. Il ne fait que soulever des questions préoccupantes sur la situation. Il parle de protection de l'enfance, de responsabilité sociale, mais c'est de la manipulation. Bien sûr que ça en est, mais c'est une manipulation intelligente. Il utilise la cause la plus noble qui existe, la protection de l'enfance, pour justifier sa vengeance personnelle. Eduardo se rassit, se sentant vaincu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons lutter. Nous allons rassembler des preuves. Nous allons montrer que David est bien soigné. Nous allons exposer les motivations réelles de Roberto. Mais Eduardo, j'ai besoin que tu comprennes. Ça va être une guerre, et ils vont utiliser toutes les armes qu'ils ont. Quel genre d'armes? Ils vont remettre en question chaque décision que tu prends concernant ta vie. Ils vont analyser chaque conversation, chaque geste, chaque moment de tendresse. Ils vont essayer de transformer l'amour paternel en quelque chose de sinistre. Eduardo ressentit une rage qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Comment peut-on utiliser un enfant innocent pour satisfaire un désir de vengeance? Parce qu'il ne voit pas David comme un enfant. Il le voit comme une opportunité, une façon de t'attaquer là où ça fait le plus mal. Eduardo resta silencieux pendant quelques minutes, digérant tout cela. Puis il demanda, David doit-il savoir ça? Pour l'instant, nous allons essayer de résoudre le problème sans l'impliquer. Mais Eduardo, si la situation dégénère, tu vas devoir le préparer à ce qui pourrait arriver. Eduardo quitta le bureau de l'avocat avec un sentiment d'impuissance qu'il n'avait jamais connu. Il avait toujours réussi à résoudre ses problèmes avec de l'argent, de l'influence ou de l'intelligence, mais cette fois, c'était différent. Il était attaqué dans ce qu'il avait de plus précieux, sa relation avec David. Il arriva chez lui à l'heure habituelle, essayant d'agir comme si de rien n'était. David était dans la piscine, pratiquant les exercices que le professeur de natation lui avait enseignés. Quand il vit Eduardo, il lui fit un signe de la main, tout excité. Eduardo regarda David plonger et nager une piscine entière sans s'arrêter. Quand il arriva de l'autre côté, il était essoufflé, mais souriant. J'ai réussi à nager sans m'arrêter. Eduardo força un sourire. Très bien, mon fils. Je suis fier de toi. Mais David, toujours observateur, remarqua que quelque chose n'allait pas. Tu vas bien? Tu as l'air inquiet. Je vais bien, oui, juste fatigué du travail. Pendant le dîner, Eduardo essaya de maintenir la normalité, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à la façon de protéger David de cette guerre sale qui était à venir, comment expliquer à un enfant de 12 ans que les adultes pouvaient être si cruels au point de détruire une famille par vengeance. Le lundi, les premiers signes de la campagne de Roberto commencèrent à apparaître. Eduardo arriva au bureau et remarqua que certains employés le regardaient d'une manière étrange. Les conversations s'arrêtaient quand il s'approchait. Il y avait un climat de malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. À l'heure du déjeuner, sa secrétaire Donna Marta, qui travaillait avec lui depuis 10 ans, lui demanda de lui parler en privé. Monsieur Eduardo, commença-t-elle, visiblement gênée. Il y a des commentaires qui circulent sur vous et le garçon qui vit chez vous. Eduardo sentit son estomac se serrer. Quel genre de commentaires? Des commentaires mauvais, monsieur. Des gens remettent en question vos motivations, disant que c'est étrange qu'un homme célibataire adopte un enfant des rues. Et vous croyez à ces commentaires, Donna Marta? Elle secoua la tête énergiquement. Bien sûr que non, monsieur. Je vois comment vous parlez de David. Je vois le bonheur dans vos yeux. Mais les gens parlent, et j'ai pensé que vous deviez le savoir. Eduardo la remercia de sa loyauté, mais il savait que si les rumeurs étaient arrivées jusqu'à son bureau, elles se répandaient rapidement dans la ville. Le mardi, ce fut pire. Eduardo reçut un appel de l'école de David. La directrice voulait une conversation urgente. Quand il arriva à l'école, la directrice Donna Fernanda était visiblement mal à l'aise. Monsieur Eduardo, nous avons reçu quelques préoccupations concernant la situation de David. Quel genre de préoccupations? Certaines personnes ont appelé, remettant en question s'il est approprié qu'un enfant qui a été adopté dans des circonstances aussi inhabituelles continue à étudier ici. Eduardo explosa. Des circonstances inhabituelles? David a été légalement adopté. Tous les papiers sont en règle. Je sais, monsieur Eduardo, et je veux qu'il soit clair que l'école n'a aucune inquiétude concernant David.
C'est un excellent élève, bien adapté, visiblement heureux. Mais je suis sous pression pour prendre des mesures. Sous pression de qui? De personnes influentes de la communauté scolaire, des personnes qui font des dons importants à l'école. Eduardo comprit. Roberto ne se contentait pas de répandre des rumeurs. Il utilisait des relations et de l'influence pour créer une pression institutionnelle. Donna Fernanda, David est heureux ici. Il a des amis. Il réussit bien dans ses matières. Vous ne pouvez pas punir un enfant innocent à cause de rumeurs malveillantes. Je suis tout à fait d'accord, mais monsieur Eduardo, j'ai besoin que vous compreniez. Si la pression continue, je pourrais ne pas être en mesure de vous protéger. Eduardo quitta l'école avec un mélange de rage et de désespoir. Roberto attaquait tous les aspects de la vie de David, maison, école, relations sociales. C'était une stratégie systématique pour détruire la famille qu'ils avaient construite. Ce soir-là, David réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Eduardo, certains camarades de classe agissent bizarrement avec moi, dit-il pendant le dîner. Eduardo sentit son cœur se serrer. Bizarrement, comment? Ils arrêtent de parler quand j'approche, et aujourd'hui la mère de Joao ne l'a pas laissé venir jouer ici. Eduardo savait qu'il ne pouvait plus cacher la situation. David méritait de savoir ce qui se passait, même si c'était douloureux. David, j'ai besoin de te raconter quelque chose d'important. Il y a une personne qui répand des mensonges sur nous. Quel genre de mensonges? Des mensonges sur la raison pour laquelle tu vis ici avec moi, essayant de faire croire aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. David fronça les sourcils. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Eduardo prit une profonde inspiration. Parce que cette personne veut me nuire, veut me faire souffrir, et a pensé que la meilleure façon de le faire était d'attaquer notre famille. Est-ce que c'est à propos de ce jour au conseil tutélaire? En partie. Mais c'est plus que ça. Il s'agit de personnes qui n'arrivent pas à accepter qu'il existe des familles différentes de la traditionnelle. David resta silencieux un moment, digérant l'information. Puis il demanda, « Eduardo, tu penses qu'ils vont réussir à m'emmener ?» La question qu'Eduardo craignait le plus d'entendre. « Je ne vais pas laisser ça arriver, David. Je vais me battre avec toutes les forces que j'ai. Mais si ça ne marche pas? Et s'ils réussissent ?» Eduardo s'agenouilla devant la chaise de David, le regardant droit dans les yeux. « David, écoute bien ce que je vais te dire. Tu es mon fils de cœur. Rien ni personne ne changera ça. Il se peut que nous devions faire face à des moments difficiles, mais à la fin, la vérité finit toujours par triompher. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que ce que nous avons est réel. L'amour que je ressens pour toi est réel. La famille que nous avons construite est réelle. Et les personnes qui répandent des mensonges peuvent même causer des problèmes temporaires, mais elles ne peuvent pas détruire ce qui est vrai. David serra Eduardo dans ses bras. « Je t'aime, papa. » C'était la première fois que David l'appelait papa. Eduardo sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je t'aime aussi, mon fils, plus que tu ne peux l'imaginer. » Ce soir-là, après que David se soit endormi, Eduardo resta éveillé, planifiant sa stratégie. Roberto Almeida voulait la guerre, alors il aurait la guerre. Mais Eduardo allait se battre avec les meilleures armes qu'il avait, la vérité, la justice et l'amour inconditionnel pour son fils. Il n'imaginait juste pas à quel point Roberto était prêt à jouer sale. Les semaines suivantes furent un cauchemar croissant. Roberto Almeida ne se contenta pas de rumeurs. Il monta une véritable machine de destruction, utilisant toutes les relations et l'influence qu'il avait pour transformer la vie d'Eduardo et David en enfer. La situation atteignit sa limite un jeudi matin quand Eduardo reçut un appel qui allait tout changer. Eduardo Manz. La voix était officielle, froide, sans place pour la courtoisie. Oui, c'est moi. Ici, c'est le docteur Fernando Silva, procureur de la République du district. J'ai besoin que vous vous présentiez à mon bureau aujourd'hui à 14 heures. C'est au sujet de la situation du mineur David Silva. Eduardo sentit le monde s'écrouler. Quelle situation? Nous avons reçu une demande formelle de révision de la garde de l'enfant. Il y a des allégations sérieuses qui doivent être examinées. Quelles allégations? Je préfère en discuter personnellement à 14 heures, monsieur Manz, et amener votre avocat. Eduardo raccrocha, les mains tremblantes.
il appela immédiatement le docteur Ricardo qui confirma ses pires craintes. Eduardo, ils ont intenté une action en justice. Ils demandent le retrait immédiat de David de ta maison. Sur quelle base? Ils allèguent qu'il existe des indices de situation de risque pour l'enfant. C'est une accusation vague, mais suffisante pour obtenir une injonction. Eduardo se sentit nauséeux. Une injonction signifie quoi? Cela signifie qu'un juge peut ordonner que David soit retiré de ta maison à titre préventif, pendant que l'affaire est examinée. Mais c'est absurde, il n'y a aucune preuve. Eduardo, tu dois comprendre que dans le droit de l'enfant et de l'adolescent, le soupçon suffit pour des mesures préventives. Le principe est de protéger d'abord, d'enquêter ensuite. Eduardo annula tous ses rendez-vous et se prépara pour la réunion la plus importante de sa vie. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de documents et de légalité, mais de la survie de la famille que lui et David avaient construite. Le bureau du procureur était intimidant par conception, des murs couverts de diplômes et de livres de droit, une immense table en bois sombre, des chaises qui donnaient à quiconque l'impression d'être petit. Le docteur Fernando Silva était un homme d'environ 55 ans, les cheveux grisonnants, une expression sévère qui ne laissait aucune place au doute quant à savoir qui commandait dans cette salle. Monsieur Manz, commença-t-il sans préambule. Je suis ici pour protéger les intérêts d'un enfant, rien de plus, rien de moins. Docteur, David est en sécurité et heureux avec moi. Toute enquête le confirmera. C'est possible, mais des questions préoccupantes ont été soulevées qui ne peuvent être ignorées. Le docteur Silva ouvrit un épais dossier. Un citoyen respectable de notre communauté a apporté des informations qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des motivations inappropriées dans votre décision d'adopter un enfant. Eduardo regarda le docteur Ricardo qui lui fit signe de garder son calme. Docteur Silva, intervint le docteur Ricardo. Quelles informations spécifiques? Qui est ce citoyen? Mon client a le droit de savoir de quoi il est accusé. M. Roberto Almeida, un homme d'affaires connu dans la ville, a signalé des circonstances suspectes sur la façon dont cette adoption a eu lieu. Eduardo ne put se retenir. Roberto Almeida? Docteur, cet homme a une raison personnelle de me nuire. Il a perdu beaucoup d'argent quand j'ai annulé une affaire avec lui. Monsieur Manz, les motivations personnelles du dénonciateur n'importent pas. Ce qui importe, c'est si les informations sont fondées. Et quelles sont ces informations? Le docteur Silva consulta ses papiers. Premièrement, la vitesse inhabituelle de l'adoption. 3 mois, c'est très peu de temps pour toutes les procédures nécessaires. Parce qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique, répondit le docteur Ricardo. L'enfant n'avait pas de famille. Tous les rapports étaient favorables. Deuxièmement, l'absence de relation amoureuse de la part de M. Manz. Un homme de 52 ans, célibataire, sans antécédent de relation durable. Eduardo fut indigné. Ma vie personnelle n'est pas un crime, docteur. Troisièmement, l'isolement social de l'enfant. Il y a des rapports selon lesquels David a été exclu d'activités communautaires normales. C'est un mensonge, explosa Eduardo. David est à l'école, il a des amis, il pratique la natation. Le docteur Silva leva la main. Monsieur Manz, vous aurez l'occasion de vous défendre, mais d'abord, j'ai besoin de prendre des mesures préventives. Le sang d'Eduardo se glaça. Quelles mesures? J'ordonne que l'enfant soit interrogé par une équipe multidisciplinaire, psychologue, assistant social, spécialiste en maltraitance infantile. David a déjà passé toutes ses évaluations. Celles-ci seront plus approfondies, et jusqu'à ce qu'elles soient terminées, j'ordonne que l'enfant soit placé sous soins alternatifs. Le monde d'Eduardo s'écroula. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que David sera temporairement placé dans une famille d'accueil pendant que nous enquêtons sur la situation. Eduardo se leva brusquement. Docteur, ça va traumatiser l'enfant. Il a déjà été abandonné une fois. Il a déjà vécu dans la rue. Il ne peut pas être séparé de la seule famille qu'il connaisse. Monsieur Manz, je comprends votre inquiétude, mais mon obligation est de garantir la sécurité de l'enfant. Le docteur Ricardo tenta une dernière carte. Docteur Silva, existe-t-il des preuves concrètes de faute? Un rapport médical indiquant une maltraitance, un témoignage de l'enfant? Mais il existe des circonstances suffisamment suspectes pour justifier une enquête complète. Alors, vous séparez une famille uniquement sur la base de rumeurs?
Je protège un enfant sur la base de procédures légales établies. Eduardo sentit qu'il perdait la bataille. Docteur, je vous en supplie, laissez David avec moi pendant l'enquête. J'accepte tout type de supervision, toute condition. Le docteur Silva réfléchit un moment. Il y a une possibilité. Si vous acceptez une supervision intégrale de la part des services sociaux, des visites quotidiennes, une surveillance constante, je peux envisager de garder l'enfant à la maison. J'accepte, dit Eduardo immédiatement, mais avec une condition supplémentaire. Vous ne pouvez pas être seul avec l'enfant à aucun moment. Il doit toujours y avoir une troisième personne présente. Eduardo eut l'impression de recevoir un coup de poing. Docteur, cela rendrait impossible une relation normale de père et fils. Ce sont les conditions, monsieur Manz. Acceptez-vous, ou l'enfant est retiré immédiatement. Eduardo regarda le docteur Ricardo qui hocha subtilement la tête. Il n'y avait pas le choix. J'accepte. Très bien, les visites commencent. Et monsieur Manz, toute violation de ces conditions entraînera le retrait immédiat de l'enfant. Eduardo quitta le bureau du procureur, se sentant humilié et vaincu. Le docteur Ricardo essaya de le consoler en lui disant qu'au moins David resterait à la maison, mais Eduardo savait que ce n'était que le début. Il arriva chez lui avant que David ne revienne de l'école. Donna Carmen remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Eduardo, que s'est-il passé » Eduardo raconta tout. Donna Carmen fut indignée. « C'est une injustice. N'importe qui peut voir que vous aimez cet enfant comme un fils. Donna Carmen, à partir de demain, nous aurons des visites quotidiennes des services sociaux, et je ne peux plus être seul avec David. Jamais plus. Comment ça ? Il doit toujours y avoir quelqu'un de présent quand je suis avec lui pour superviser notre relation. Donna Carmen secoua la tête, révoltée. Quel monde est-ce où un père ne peut pas être seul avec son propre fils ? Quand David rentra de l'école, Eduardo dut lui annoncer la nouvelle la plus difficile de sa vie. David, j'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Le garçon s'assit sur le canapé, réalisant déjà d'après l'expression d'Eduardo que c'était quelque chose de grave. Ces personnes qui répandent des mensonges sur nous ont réussi à convaincre un juge que notre famille doit être examinée. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie qu'à partir de demain, nous recevrons des visites tous les jours de personnes qui vont observer comment nous vivons, comment nous parlons, comment nous nous comportons. David fronça les sourcils. Ils vont nous espionner ? En résumé, oui. Et pendant combien de temps ? Je ne sais pas, jusqu'à ce qu'ils décident qu'il n'y a rien de mal avec nous. David resta silencieux un moment. Eduardo, tu penses qu'ils vont m'emmener ? Eduardo prit les mains du garçon dans les siennes. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ça. Mais David, j'ai besoin que tu saches qu'il se peut que nous ayons des moments difficiles devant nous. Je m'en fiche tant qu'on peut rester ensemble. Eduardo serra son fils dans ses bras, souhaitant pouvoir lui promettre que tout irait bien, mais il savait que Roberto Almeida ne s'arrêterait pas là. Ce n'était que le premier round d'une guerre qui était loin d'être terminée. Le lendemain matin à 8 heures pile, la sonnette retentit. C'était la première visite des services sociaux. « Bonjour monsieur Manz, je suis le docteur Paula Suarez, assistante sociale. Je vais suivre la routine de la famille pendant les prochains jours. » Le docteur Paula était une femme d'environ 40 ans, les cheveux tirés en un chignon rigide, une expression professionnelle qui ne laissait transparaître aucune émotion. Elle entra dans la maison avec un carnet à la main, observant tout avec des yeux de détective. « Où est l'enfant ? David est en train de prendre son petit déjeuner. Je peux observer ? » Eduardo la conduisit à la cuisine où David était en train de manger des céréales et de discuter avec Donna Carmen d'un projet scolaire. « Bonjour David, dit le docteur Paula avec un sourire forcé. « Bonjour, répondit David, visiblement mal à l'aise avec la présence d'une étrangère. Eduardo essaya de maintenir la normalité en parlant avec David des projets de la journée, mais il était impossible d'ignorer la femme assise à la table, notant chaque mot, chaque geste, chaque expression. David chuchota, « Eduardo, pourquoi elle écrit tout ?»« C'est son travail, répondit Eduardo, chuchotant également. « Monsieur Manz, intervint le docteur Paula. Je préfère que vous parliez normalement. Il n'est pas nécessaire de chuchoter. » C'était humiliant. Eduardo se sentait comme un criminel surveillé, même à l'intérieur de sa propre maison.
Et le pire était de voir le malaise de David qui ne comprenait clairement pas pourquoi une étrangère observait chaque mouvement de la famille. La situation empira au cours de la semaine. Différents assistants sociaux se relayaient, chacun avec son style particulier d'observation et de prise de notes. Certains étaient plus discrets, d'autres posaient des questions directes et embarrassantes. « David, as-tu déjà vu Eduardo sans vêtements » demanda l'un d'eux. « Quelle est cette question » Eduardo protesta. « C'est le protocole, monsieur Manz. » David rougit de gêne. « Non, je n'ai jamais vu Eduardo entrer dans ma chambre la nuit, seulement quand j'ai des cauchemars et que je l'appelle. Et ce qui se passe quand il vient. Il s'assied sur mon lit et me parle jusqu'à ce que je me calme. » L'assistante sociale nota tout, comme si des conversations réconfortantes entre un père et son fils étaient des preuves de quelque chose de sinistre. Eduardo atteignait ses limites. 2 semaines de ce cirque avaient transformé sa maison en un terrain d'observation. David devenait anxieux, avait du mal à dormir. Ses notes baissaient à l'école. « Docteur Ricardo » dit Eduardo lors d'une conversation téléphonique. « Cela ne peut pas continuer. Ils sont en train de détruire mon fils. Eduardo, je sais que c'est difficile, mais nous devons tenir jusqu'à ce que l'enquête se termine. » Et quand va-t-elle se terminer? Il n'y a pas encore de prévision, mais Eduardo, j'ai une nouvelle. J'ai obtenu des informations sur Roberto Almeida qui pourraient nous aider. Quelles informations? Il a de sérieux problèmes financiers. Il doit de l'argent à beaucoup de gens dangereux, et j'ai découvert qu'il a essayé de soudoyer des personnes pour qu'elles témoignent contre vous. Eduardo sentit une étincelle d'espoir. Cela peut nous aider. Peut-être si nous parvenons à prouver qu'il orchestre une campagne de diffamation pour des motifs personnels, nous pouvons discréditer toute l'accusation. Alors, faisons-le. Eduardo, ce sera dangereux. Roberto est un homme désespéré, et les hommes désespérés font des choses désespérées. Je m'en fiche, je veux juste retrouver ma famille. Cette nuit-là, après que David se soit endormi et que la surveillante de jour soit partie, Eduardo resta sur le balcon à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il y a quelques mois, il était un homme riche et prospère, respecté dans la communauté. Maintenant, il était traité comme un suspect, surveillé dans sa propre maison, devant prouver son innocence tous les jours. Mais en regardant la chambre où David dormait, Eduardo sut que tout valait la peine. Ce garçon avait changé sa vie pour le mieux, lui avait appris ce qui importait vraiment, et il n'allait pas renoncer à la famille qu'ils avaient construite ensemble, quel que soit le prix à payer. La guerre était loin d'être terminée, mais Eduardo était prêt pour la bataille finale. 3 semaines de surveillance constante avaient transformé la maison d'Eduardo en un champ de bataille psychologique. David était visiblement affecté. Ses notes à l'école avaient chuté. Il avait perdu l'appétit, et les cernes sous ses yeux montraient qu'il ne dormait pas bien. Eduardo se sentait impuissant en voyant son fils se détériorer jour après jour, mais il savait que toute réaction émotionnelle serait notée et utilisée contre lui. C'est un lundi matin que tout commença à changer. Eduardo était dans son bureau lorsque le docteur Ricardo l'appela avec une excitation dans la voix qu'il n'avait pas entendue depuis des semaines. « Eduardo, vous devez venir ici maintenant. J'ai quelque chose qui peut complètement changer le cours de cette histoire. » Que s'est-il passé? Je préfère ne pas en parler au téléphone, mais je peux vous dire que Roberto Almeida a commis une grave erreur. Une erreur qui peut détruire toute sa campagne. Eduardo annula ses réunions et se rendit directement au bureau de l'avocat. Le docteur Ricardo était dans la salle avec une expression de satisfaction qu'il ne pouvait cacher. « Eduardo, asseyez-vous. Ce que je vais vous montrer va vous impressionner. » Le docteur Ricardo alluma l'ordinateur et ouvrit un fichier audio. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Roberto essayait de soudoyer des témoins. J'ai obtenu la preuve. Il appuya sur play et la voix de Roberto résonna dans la salle. J'ai besoin que vous disiez avoir vu un comportement suspect. Pas besoin d'être précis, juste assez pour soulever des doutes. Je payerai 15 000 € pour le témoignage. Une deuxième voix répondit, je ne sais pas, Roberto, mentir dans une procédure judiciaire est un crime, n'est-ce pas? Ce n'est pas mentir, c'est interpréter. Vous avez vu un homme célibataire de 50 ans vivre seul avec un garçon de 12 ans. N'importe qui de normal trouverait cela suspect. Mais je connais Eduardo Manz. C'est une personne décente. Une personne décente? Il a détruit mon entreprise, m'a ruiné. Maintenant, c'est à mon tour de le détruire.
Et si vous ne m'aidez pas, je vais raconter à tout le monde vos problèmes de jeu. Eduardo était choqué. Qui a enregistré ça? Marcos Santos, un entrepreneur que Roberto a essayé de faire chanter. Il est venu me voir hier soir, la conscience chargée. Il a dit qu'il ne pouvait plus faire partie de cette farce. Est-ce que c'est suffisant pour faire tomber Roberto? Eduardo, cela ne fait pas que faire tomber Roberto. Cela prouve que toute l'accusation a été fabriquée. Nous l'avons en train d'avouer qu'il utilise le système judiciaire pour une vengeance personnelle. Eduardo sentit une vague de soulagement, mais aussi de colère. Combien de personnes a-t-il essayé de soudoyer? D'après ce que Marcos a dit, au moins 5 entrepreneurs qui lui doivent des faveurs, des personnes ayant des problèmes financiers à qui il a offert de l'argent, même des fonctionnaires. Et certains ont accepté. 2 ont accepté. Mais maintenant que nous avons cet enregistrement, ils devront choisir entre dire la vérité ou être poursuivis pour faux témoignage. Le docteur Ricardo prit un autre papier. Et il y a plus. J'ai enquêté sur les finances de Roberto. Il n'est pas seulement fauché. Il est en procédure de faillite personnelle. Il doit 3 millions d'euros à des usuriers, des hommes dangereux qui n'acceptent pas les retards de paiement. Cela explique son désespoir. Exactement. Il est sous pression de personnes qui peuvent lui faire du mal à lui et à sa famille. C'est pourquoi il est urgent de vous détruire. Il a probablement pensé que s'il parvenait à vous nuire suffisamment, vous paieriez pour qu'il cesse ses accusations. Eduardo secoua la tête, impressionné par la cruauté de la situation. Il était prêt à détruire un enfant innocent pour de l'argent. Pire encore, il était prêt à utiliser le système de protection de l'enfance comme une arme de chantage. Que faisons-nous maintenant? Premièrement, nous allons apporter cet enregistrement au procureur Silva. Deuxièmement, nous allons poursuivre Roberto pour calomnie, diffamation, utilisation abusive du système judiciaire et tentative d'extorsion. Troisièmement, nous allons exiger une audience urgente pour suspendre toute l'enquête. Eduardo se leva, sentant une énergie renouvelée pour la première fois depuis des semaines. Quand faisons-nous ça? Maintenant. Je vais appeler le procureur Silva et exiger une réunion aujourd'hui même. Le docteur Ricardo réussit à fixer la réunion à 15 heures. Eduardo arriva au bureau du procureur avec une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait qu'il avait enfin les armes nécessaires pour défendre sa famille. Le docteur Silva les reçut avec la même expression sérieuse que d'habitude, mais Eduardo perçut un inconfort dans sa posture. Docteur Silva, commença le docteur Ricardo sans détour, mon client a été victime d'une farce judiciaire, et j'en ai la preuve. Il posa l'enregistreur sur la table et appuya sur Play. Au fur et à mesure que l'enregistrement se déroulait, l'expression du procureur passa du scepticisme à la surprise, puis à l'indignation. Cet enregistrement est-il authentique? Demanda-t-il lorsque l'audio se termina. Complètement authentique, et nous avons des témoins qui peuvent confirmer que Roberto Almeida a tenté de soudoyer au moins 5 personnes pour qu'elles fassent de fausses accusations contre mon client. Le docteur Silva resta silencieux pendant quelques instants, traitant clairement les implications de cette révélation. Monsieur Manz, dit-il finalement, si cela est vrai, vous avez été victime d'une injustice grave. Docteur, répondit Eduardo en essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Pendant 3 semaines, ma famille a été détruite par un mensonge. Mon fils est traumatisé. Ma réputation a été ruinée. Ma maison est devenue une prison. Tout cela à cause de la vengeance d'un homme que je ne connaissais même pas bien. Le docteur Silva secoua la tête, visiblement gêné. Docteur Ricardo, que demandez-vous? Premièrement, la suspension immédiate de toute surveillance sur la famille. Deuxièmement, le classement de l'affaire. Troisièmement, une enquête criminelle contre Roberto Almeida pour utilisation abusive du système judiciaire. Compte tenu de ces preuves, je peux répondre immédiatement aux 2 premières demandes. Quant à la troisième, je vais la transmettre à la police civile. Eduardo sentit ses yeux se remplir de larmes de soulagement. Docteur Silva, cela signifie-t-il que je peux reprendre une vie normale avec mon fils? Cela signifie que vous pouvez redevenir un père sans l'intervention de l'État. Et Monsieur Manz, je voudrais vous présenter mes excuses pour la gêne occasionnée. Eduardo serra la main du procureur. Docteur, vous faisiez votre travail. Le véritable coupable est Roberto Almeida. En sortant du bureau, Eduardo appela immédiatement chez lui. Donna Carmen,
vous pouvez dire à la surveillante qu'elle peut partir et qu'elle n'a plus besoin de revenir. Monsieur Eduardo, que s'est-il passé? Nous avons découvert qui était derrière tout ça. La vérité a triomphé, Donna Carmen. Elle a enfin triomphé. Eduardo arriva à la maison au moment où David rentrait de l'école. Le garçon entra par la porte avec cette expression triste qui était devenue constante ces dernières semaines. « Salut Eduardo », dit-il sans enthousiasme. « Où est celui qui nous observe? David, assieds-toi ici avec moi. J'ai une nouvelle très importante. » Le garçon s'assit sur le canapé, mais Eduardo pouvait voir qu'il se préparait à une autre mauvaise nouvelle. « Mon fils, les surveillances sont terminées. Il n'y aura plus personne pour surveiller notre famille. » David regarda Eduardo avec un mélange de confusion et d'espoir. « Comment ça? Nous avons découvert qui inventait des mensonges sur nous, et nous avons réussi à prouver que c'était des mensonges, de vrais mensonges. » Eduardo prit une profonde inspiration. Il était temps que David sache toute la vérité. « David, tu te souviens quand je t'ai parlé de l'homme qui répandait des rumeurs? Nous avons découvert que cet homme s'appelle Roberto Almeida, et il faisait ça parce qu'il voulait se venger de moi. » Se venger de quoi? D'une affaire qui n'a pas marché. Il a perdu beaucoup d'argent et a pensé que c'était de ma faute. Alors, il a décidé de m'attaquer en t'utilisant. David fronça les sourcils. Il m'utilisait? Il savait que la façon la plus cruelle de me nuire était d'attaquer notre famille. Alors, il a inventé des histoires sur moi, a soudoyé des gens pour qu'ils mentent et a utilisé le système de protection de l'enfance pour nous persécuter. Et maintenant? Maintenant, il a été découvert. Nous avons des enregistrements de lui avouant qu'il mentait. La justice a réalisé qu'elle avait commis une erreur avec nous. David resta silencieux pendant un moment, en train de tout traiter. Eduardo, cela signifie-t-il que nous sommes à nouveau une famille normale? Eduardo serra son fils fort dans ses bras. Cela signifie que nous avons toujours été une famille normale, David. Certaines mauvaises personnes ont essayé de nous convaincre du contraire, mais elles n'ont pas réussi. Et ce Roberto, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être poursuivi pour tout ce qu'il a fait. Il va devoir payer pour les mensonges qu'il a inventés. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, ils dînèrent tous les trois seuls, Eduardo, David et Donna Carmen. Il n'y avait personne pour observer, personne pour noter, personne pour juger. C'était juste une famille normale qui avait une conversation normale sur la journée. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ?» dit David pendant le dîner. Ce n'étaient pas les questions bizarres ou les gens qui nous observaient, c'était de te voir triste tout le temps. Eduardo sentit son cœur se serrer. J'étais inquiet, mon fils. J'avais peur qu'il ne parvienne à nous séparer. Mais tu n'as jamais renoncé à moi, jamais, et je n'y renoncerai jamais. Donna Carmen, qui avait supporté tout ce cirque avec la patience d'une sainte, se détendit enfin. Maintenant, nous pouvons redevenir une vraie famille. Nous avons toujours été une vraie famille, dit Eduardo. Seulement, certaines personnes ont essayé de nous le faire oublier. 3 jours plus tard, Eduardo reçut un appel inattendu. C'était Roberto Almeida. Eduardo, j'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire, Roberto. S'il te plaît, juste 5 minutes en personne. Contre l'avis du docteur Ricardo, Eduardo accepta de rencontrer Roberto dans un café public. Il voulait regarder dans les yeux l'homme qui avait failli détruire sa famille. Roberto était méconnaissable, maigre, abattu, avec des vêtements froissés et des cernes profonds. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Eduardo, je sais que tu n'as aucune raison de m'écouter, mais j'ai besoin de te demander pardon. Pardon pour ce que j'ai fait à toi et à David. C'était cruel, c'était inhumain. J'ai utilisé un enfant innocent pour satisfaire ma soif de vengeance. » Eduardo resta silencieux, laissant Roberto continuer. J'étais désespéré. Je dois de l'argent à des gens dangereux. J'ai pensé que si je parvenais à te faire suffisamment pression, tu paierais pour que j'arrête mes accusations. Alors, c'était du chantage depuis le début. Oui, et c'est la chose la plus vile que j'ai jamais faite dans ma vie. Roberto commença à pleurer. J'ai des enfants, Eduardo, j'ai une fille de l'âge de David. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Eduardo regarda cet homme détruit et ressentit plus de pitié que de colère. Roberto,
tu as failli détruire ma famille. Tu as failli traumatiser mon fils de façon permanente. Je sais, et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Je voulais juste te demander pardon personnellement avant de résoudre mes problèmes. Eduardo n'aima pas le ton de la dernière phrase. Quel problème? Les hommes à qui je dois de l'argent ne sont pas très patients, et je n'ai aucun moyen de payer. Eduardo s'inquiéta. Bien que Roberto lui ait fait du mal, il ne voulait voir personne être blessé. Roberto, il existe une autre issue. Tu peux contacter la police et entrer dans le programme de protection des témoins. Roberto secoua la tête. Il n'y a pas d'issue, Eduardo. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Il arrive un moment où tu dois payer pour tes choix. Ils se dirent au revoir dans ce café, et Eduardo ne revit jamais Roberto Almeida. Une semaine plus tard, il lut dans le journal qu'il avait disparu. Il n'a jamais été retrouvé. La vie d'Eduardo et de David revint progressivement à la normale. Les surveillances avaient cessé, mais les cicatrices émotionnelles prendraient du temps à guérir. David avait encore des cauchemars occasionnels, était encore nerveux lorsque des inconnus posaient des questions sur la famille. Mais peu à peu, le sourire sincère revint sur son visage. Eduardo apprit une leçon précieuse sur la façon dont la méchanceté humaine peut s'infiltrer, même dans les systèmes créés pour protéger les innocents. Mais il apprit aussi que la vérité, même si elle tarde, finit toujours par triompher. Et plus important encore, il apprit que l'amour entre un père et son fils est suffisamment fort pour survivre à n'importe quelle tempête. Chapitre 7, le cercle de l'amour. 5 ans plus tard, David était dans les tribunes du club de natation, encourageant ses élèves lors de la compétition régionale. À 17 ans, il était devenu non seulement un nageur exceptionnel, mais aussi le plus jeune instructeur bénévole de l'histoire du club. Tous les samedis matins, il enseignait la natation à des enfants défavorisés de la communauté, un projet qu'il avait lui-même proposé. Eduardo regardait de loin, la poitrine gonflée de fierté. Ce garçon maigre et effrayé qu'il avait sorti de la rue s'était transformé en un jeune homme confiant, intelligent et surtout généreux. David n'avait jamais oublié d'où il venait, et cela le rendait encore plus déterminé à aider les autres qui traversaient les mêmes difficultés. « Allez Maria, tu peux le faire !» criait David à une fille de 8 ans qui effectuait sa première traversée complète de la piscine. Quand elle toucha le bord, essoufflée, mais souriante, David sauta dans l'eau pour la serrer dans ses bras. « Tu as réussi. Je savais que tu en étais capable. » Eduardo sourit en se souvenant du premier jour où David était entré dans cette même piscine. C'était 3 mois après la guerre judiciaire, quand ils avaient enfin réussi à revenir à la normale. David avait peur de l'eau, traumatisé par tout ce qui s'était passé. Mais Eduardo savait que nager était quelque chose de spécial pour lui. Après tout, c'était en nageant qu'il lui avait sauvé la vie dans ce lac. Professeur David. Un des plus jeunes enfants courut vers lui. Quand vais-je pouvoir nager comme toi? David s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fille. Tu sais quel est le secret? Ce n'est pas la vitesse ou la technique, c'est de ne jamais abandonner, même quand les choses deviennent difficiles. Cette réponse résumait parfaitement qui David était devenu au cours des 5 années écoulées depuis la fin des persécutions de Roberto Almeida. Il y avait eu des moments difficiles, des cauchemars occasionnels, de l'anxiété dans des situations impliquant des autorités, des moments de doute sur sa place dans le monde. Mais David avait appris à transformer la douleur en force, le traumatisme en sagesse, la peur en courage. L'école était aussi devenue un environnement de triomphe. David était parmi les premiers de la classe, avait remporté plusieurs olympiades de mathématiques et de sciences et était aimé par les professeurs et les camarades de classe. Plus important que les notes, il était connu pour défendre les enfants victimes de harcèlement, pour aider les camarades en difficulté, pour être une voix contre tout type d'injustice. Eduardo, David fit signe du bord de la piscine. Viens ici, je veux te présenter quelqu'un. Eduardo s'approcha et vit David en train de parler avec une femme d'une 40aine d'années, bien habillée, qui tenait la main d'un garçon d'environ 10 ans. Voici le docteur Elena Martins, dit David. Elle travaille dans le nouveau foyer municipal et a amené Carlos ici pour connaître le projet. Eduardo salua la femme, puis regarda le garçon. Carlos avait ce regard qu'il connaissait bien, le regard d'un enfant qui a déjà vu plus qu'il ne le devrait, qui a appris tôt à se méfier des adultes, qui porte des blessures invisibles dans son cœur. « Salut Carlos » dit Eduardo en se baissant pour se mettre à la hauteur du garçon.
David m'a dit que tu aimais l'eau. Carlos secoua la tête timidement. J'aime ça, mais je ne sais pas nager. Moi non plus, je ne savais pas quand j'avais ton âge, dit David en s'asseyant sur le bord de la piscine. Tu veux que je t'apprenne? Pendant les 40 minutes suivantes, Eduardo regarda David travailler avec Carlos, une patience infinie, un encouragement constant, une compréhension profonde des difficultés qu'un enfant abandonné rencontre. C'était comme se voir enseigner à David des années auparavant, mais avec une maturité et une sensibilité que seul celui qui a traversé des difficultés similaires peut avoir. Il est spécial, commenta le docteur Elena en regardant David aider Carlos à flotter. En 5 minutes, il a fait plus de progrès avec Carlos que nous n'en avons fait en semaine. David a un don, répondit Eduardo. Il comprend ses enfants parce qu'il a été à leur place. Carlos est orphelin, ses parents sont morts dans un accident il y a 2 ans. Il est passé par 3 familles d'accueil, mais ne s'est jamais adapté. Il est au foyer depuis 6 mois. Eduardo sentit son cœur se serrer. L'histoire de Carlos était trop semblable à celle de David. A-t-il d'autres parents? N'est-il pas complètement seul au monde? Après le cours, quand tous les enfants furent partis, David s'assit à côté d'Eduardo dans les tribunes. Papa, dit-il. Il aimait toujours utiliser ce mot, surtout dans les moments importants. Tu as vu Carlos aujourd'hui? Oui, tu as fait un travail incroyable avec lui. Il me rappelle moi-même il y a 5 ans, effrayé, méfiant, pensant que le monde entier est contre lui. Eduardo savait où la conversation allait. Et tu veux l'aider? Je veux, mais pas seulement lui. Je veux faire plus que ça. David se tourna pour regarder Eduardo directement dans les yeux. Papa, je veux que nous aidions d'autres enfants comme Carlos, comme je l'étais. Comment ça? Je veux que nous devenions une famille d'accueil, que nous ouvrions notre maison à des enfants qui ont besoin d'un foyer temporaire. Eduardo fut surpris par la proposition, mais pas totalement inattendu. Au cours des dernières années, il avait observé comment David gravitait naturellement vers les enfants en difficulté à l'école, au club, dans le quartier. Chaque fois qu'il y avait un enfant ayant besoin d'aide, David apparaissait. David, c'est une très grande responsabilité, et tu es en dernière année du lycée, tu vas bientôt entrer à l'université. Papa, je sais que c'est une grande responsabilité, mais réfléchis bien. Nous avons une immense maison, suffisamment de ressources et surtout, nous avons de l'expérience. Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit d'enfants traumatisés. Eduardo réfléchit à la proposition. Au cours des 5 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait adopté David, sa vie avait pris un sens qu'il n'avait jamais imaginé possible. Être père était devenu la chose la plus importante et la plus gratifiante qu'il ait jamais faite. Et as-tu déjà pensé à comment cela fonctionnerait? J'y ai beaucoup pensé. Nous pouvons commencer avec un enfant, voir comment ça se passe. Donna Carmen adorerait qu'il y ait plus de mouvement dans la maison, et le docteur Ricardo peut nous aider avec la partie légale. Eduardo sourit. David avait pensé à tout. Tu sais que ce serait temporaire, n'est-ce pas? L'objectif de l'accueil est de préparer les enfants à retourner dans leur famille d'origine ou à être adoptés par d'autres familles. Je sais, tout va bien. Parfois, la plus grande aide que nous pouvons apporter à quelqu'un est d'être un pont vers quelque chose de mieux. Eduardo serra son fils dans ses bras, impressionné par sa maturité et sa générosité. D'accord, nous allons parler avec le docteur Elena. Nous allons étudier les procédures. Nous allons voir comment nous pouvons aider. 3 mois plus tard, Carlos s'emménagea dans la maison d'Eduardo et de David. Ce fut une période d'adaptation difficile. Carlos avait des comportements difficiles, des crises de colère, des cauchemars constants, du mal à faire confiance. Mais David était toujours là, avec une patience infinie, partageant ses propres expériences, montrant qu'il était possible de surmonter n'importe quel traumatisme. Carlos, dit David un soir lorsqu'il trouva le garçon en train de pleurer dans sa chambre. Je peux te raconter un secret? Quand je suis venu vivre ici, je pleurais aussi toutes les nuits. Pourquoi tu pleurais? Parce que j'avais peur qu'Eduardo ne se lasse de moi et me renvoie, peur de ne pas être assez bon pour être son fils. Et tu as arrêté d'avoir peur? David réfléchit un instant. Je crois que j'ai arrêté quand j'ai réalisé que la famille, ce n'est pas être parfait, c'est être aimé, même quand tu n'es pas parfait. Peu à peu, Carlos commença à s'ouvrir, recommença à sourire, se fit des amis à l'école,
apprit à nager comme un poisson, et 8 mois plus tard, lorsqu'une famille dans un autre État s'intéressa à l'adopter, Carlos était prêt. Vous allez me manquer, dit-il le jour de son départ. Et vous allez nous manquer, répondit Eduardo. Mais tu emportes un morceau de notre famille avec toi, et tu laisses un morceau de toi ici avec nous. Au cours des 2 années suivantes, 6 autres enfants passèrent par la maison d'Eduardo et de David, chacun avec son histoire, ses traumatismes, ses défis. Certains restèrent quelques mois, d'autres plus d'1 an. Tous quittèrent cet endroit transformé, prêts pour le prochain chapitre de leur vie. David termina le lycée en tant que major de sa promotion. Dans son discours, il parla des secondes chances, de la façon dont une seule personne peut changer une vie entière, de la façon dont l'amour peut guérir n'importe quelle blessure. Il y a 7 ans, dit-il à un public de plus de 1000 personnes, j'étais un garçon des rues qui n'espérait rien. Aujourd'hui, je suis ici en train de vous parler parce que quelqu'un a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Eduardo était dans le public, pleurant de fierté. Mon père m'a appris que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le choix, par l'engagement, par l'amour inconditionnel. Et cette leçon a changé non seulement ma vie, mais la vie de plusieurs enfants qui sont passés par notre maison. David regarda directement Eduardo dans le public. Papa, merci de m'avoir montré que tout le monde mérite une seconde chance. Merci de m'avoir appris que l'amour se multiplie quand il est partagé. Le public éclata en applaudissements. Eduardo ne pouvait voir que son fils, non plus ce garçon effrayé qu'il avait sorti de l'eau, mais un jeune homme intègre, compatissant, déterminé à faire du monde un endroit meilleur. Après l'obtention de son diplôme, David fut accepté à la faculté de psychologie avec une bourse complète. Sa thèse de fin d'études porterait sur la résilience chez les enfants en situation d'accueil, un thème qu'il connaissait par expérience propre. Papa, dit David lors d'une conversation avant de commencer la fac. Tu sais quel est mon rêve ? Créer un centre d'accueil spécialisé pour les enfants qui ont tout perdu, un endroit où ils peuvent non seulement se remettre, mais aussi découvrir leur potentiel. Eduardo sourit. Et comment serait cet endroit ? Il aurait une piscine, une bibliothèque, des salles d'art, des terrains de sport. Il aurait des psychologues, des éducateurs, mais aussi des personnes qui ont traversé la même situation. Ce serait un endroit où chaque enfant saurait qu'il est spécial, qu'il a de la valeur, qu'il peut réaliser n'importe quel rêve. Et tu crois que c'est possible ? Papa, tu m'as sorti du dessous d'un pont et tu m'as transformé en l'homme que je suis aujourd'hui. Si cela est possible, tout est possible. 10 ans plus tard, le centre d'accueil Espérance était une réalité, construit sur un terrain donné par Eduardo, financé par une fondation qu'ils avaient créée ensemble. Le centre accueillait 5 enfants et adolescents. David, maintenant diplômé en psychologie avec une spécialisation en traumatisme infantile, en était le directeur. Eduardo, retraité des affaires, se consacrait entièrement au projet. Lors de l'inauguration officielle, des centaines de personnes étaient présentes, des autorités, des entrepreneurs, des familles qui avaient adopté des enfants qui étaient passés par le centre. Mais les invités les plus spéciaux étaient les enfants eux-mêmes. Certains qui vivaient encore là, d'autres qui avaient déjà été adoptés ou réunis avec leur famille. Carlos, maintenant âgé de 20 ans et étudiant en ingénierie, était venu spécialement pour l'événement. David, dit-il en serrant celui qu'il considérait comme un frère aîné. Regarde ce que vous avez construit. Nous avons construit, corrigea David. Chaque enfant qui est passé par notre maison a aidé à construire ça ici. Eduardo observait tout avec le cœur débordant de gratitude. Il y a 17 ans, il était un homme riche, mais vide, qui ne savait pas quel était le but de sa vie. Aujourd'hui, il savait exactement pourquoi il était né, pour être le père de David et à travers lui, toucher la vie de centaines d'autres enfants. Papa. David s'approcha, maintenant un homme de 27 ans, marié et attendant son premier enfant. Tu veux faire les honneurs ? Eduardo coupa le ruban d'inauguration du centre d'accueil Espérance. Mais celui qui fit réellement le discours fut David. Ce centre existe à cause d'une plongée, commença-t-il. Il a commencé il y a 17 ans. Un garçon désespéré a sauté dans un lac pour sauver un homme qui était en train de se noyer. Aucun des deux ne savait à ce moment-là qu'ils étaient en train de se sauver l'un l'autre. Eduardo sentit ses yeux s'humidifier. Ce garçon, c'était moi. Cet homme, c'est mon père, Eduardo Manz. Et ce qui s'est passé après cette plongée prouve qu'un simple acte de bonté peut créer des vagues qui se répandent à travers le monde entier.
David fit une pause, regardant tous les enfants présents. Chaque enfant ici a en lui la capacité de changer le monde. Notre mission est de les aider à découvrir ce pouvoir. Notre promesse est qu'aucun d'entre eux ne sera oublié. Aucun ne sera considéré comme un problème de trop, parce que nous méritons tous quelqu'un qui croit en nous quand nous ne réussissons pas à croire en nous-mêmes. Ce soir-là, Eduardo et David se promenèrent dans les installations du centre. Des enfants dormant dans des chambres sûres et confortables, des livres rangés dans la bibliothèque, du matériel de sport prêt à être utilisé. Un endroit où la magie se produirait tous les jours. « Papa », dit David en s'arrêtant devant le lac artificiel qu'ils avaient construit au centre du complexe. « Merci. »« Merci ? Pourquoi, mon fils ? » ?»« Pour m'avoir enseigné que la famille est la chose la plus importante du monde, pour m'avoir montré que quand tu sauves une vie, tu sauves le monde entier. » Eduardo serra son fils dans ses bras, se souvenant de cet après-midi au lac, 17 ans auparavant, lorsque deux vies s'étaient croisées de façon miraculeuse. « David, c'est moi qui te remercie. Tu m'as enseigné ce que c'est qu'être un père. Tu m'as montré que l'amour véritable n'a pas de limite. » Ils restèrent là, père et fils, à regarder l'eau calme du lac, sachant que ce n'était que le début. Des centaines d'enfants passeraient par cet endroit. Des centaines de vies seraient transformées, des centaines de familles naîtraient de l'amour et de l'espérance. Et tout avait commencé avec un garçon des rues qui avait décidé de sauter dans l'eau pour sauver un inconnu. Parfois, les plus grands miracles commencent par les plus petits gestes de bonté. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Partagez votre opinion dans les commentaires et dites-nous quelle est votre partie préférée. Si vous avez apprécié le voyage, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour voir plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de notre contenu le plus récent. Votre soutien compte énormément pour nous.